Bienvenue chez Kong. Comme d'hab, on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler entreprise et business. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon gars sûr, Junior. Comment tu vas? Ça va très très bien, merci. Et toi-même, Kong? Ça Ça, va, ça va. ça fait Tu m'as... plaisir d'être Hein? d'être ici devant toi. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir, hein. Merci, Comment on voit les merci. choses avancent. Donc, aujourd'hui, je voulais voir un peu avec toi tout ce qui est entrepreneuriat. Ok, Comme toi, tu as créé une entreprise qui s'appelle le Livreur du Bled. c'est ça, c'est ça. Ça fait quatre Et ans maintenant qu'on a créé l'entreprise avec mon associé et quatre belles années. Et voilà, je souhaiterais te partager ces expériences que j'ai. Et c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui face à toi, quoi. pour commencer, on va commencer déjà par quand toi, tu as commencé, quelle approche tu as eu sur la stratégie et la créativité de l'entreprise? La société, le livreur du bled, donc on est spécialisé dans tout ce qui est vente de produits africains. Donc, on est parti d'un constat très simple, c'est que comment dire, tout ce qui est nourriture africaine n'est pas représenté dans sa juste valeur. Tout ce qui est traçabilité, packaging, on s'est rendu compte que c'est pas mis en valeur. Donc, voilà, c'est vraiment parti de ce constat-là et on a essayé d'innover et d'apporter un souffle nouveau dans cet écosystème vieillissant, je dirais. Et voilà, l'idéal, c'était vraiment de rafraîchir ce modèle en apportant de la traçabilité et du packaging un peu design dans tout ça, quoi. Donc, c'est parti de ce constat-là, quoi. Et dans ton design, quand tu parles de design, tu avais déjà une idée ou tu as regardé un peu ce qui se faisait autour Voilà, de toi? on s'est inspiré de ce qui se fait, hein. Donc, on est parti dans des enseignes comme Naturalia, Biocoop, un peu Carrefour. Donc, on s'est inspiré de ce qui se faisait et voilà, on a retranscrit dans notre domaine, quoi, qui est la culture africaine, quoi. Et au niveau des coûts, quand tu as abordé ce projet, est-ce que tu as eu t'as évalué un peu combien ça allait te coûter ou pas? Ouais, on a fait tout ce qui est classique, hein. Le business model, le plan financier, essayer de voir si tout pouvait rentrer dans notre budget, sans forcément partir dans quelque chose d'extravagant, mais tout en restant raisonnable, quoi. Donc, vraiment, il est mandatory de faire ces deux aspects, quoi. Le business model qui nous permet de voir si notre business est fiable et derrière faire un plan financier pour voir en termes de ressources si on a assez pour réaliser le projet, quoi. Donc, ces deux choses pour moi sont de pair. C'est un peu académique, mais on est obligé de passer par ces deux aspects pour pouvoir voir si le business qu'on veut mettre en place est viable et il sera durable dans le temps, quoi. Est-ce que le livreur du bled, c'était ta première entreprise ou tu avais déjà entrepris bien avant? Avec mon associé, hein, c'est toujours le même avec qui on a fait notre premier business en 2015, qui était dans le VTC, hein. On s'est lancé dans le VTC. Donc à l'époque, c'était pas mal développé et il y avait pas mal d'opportunités dedans. Donc, pour un premier business, je pense que ça nous a permis de comprendre un peu voilà, tout ce qui est création d'entreprise, gérer des employés, donc tous ces aspects qui étaient un peu nouveaux pour nous. Moi, de base, je suis ingénieur en automatisme, donc c'est un side, hein, le business de VTC. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu l'ensemble de la création d'entreprise, tous ces aspects administratifs. Donc, c'était assez enrichissant. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une législation qui était passée en 2016. Donc, il fallait que les chauffeurs aient leur propre carte VTC. Donc, ça a un peu complexifié les choses. Donc, on avait décidé d'arrêter. Mais cette âme d'entrepreneuriat est toujours restée. Et derrière ça, on a cherché un autre business et on est tombé sur voilà, ce fameux le livreur du bled, quoi. Et pour toi, pour monter ton projet, tu avais déjà un budget, comment ça s'appelle? Quand je dis tu avais déjà des fonds ou tu es plutôt parti voir les banques pour demander des fonds pour créer ton entreprise ou pas? Donc, j'avais un peu de fonds, hein. J'étais, comme je dis, j'étais ingénieur en industrie, donc j'avais un peu d'épargne. Mais moi, ce que je conseille, hein, pour commencer un business, ne jamais mettre 100% de ses épargnes ou d'argent dans le business qu'on commence. L'idéal, c'est 30%, voilà, de tout son capital, mettre 30%. Et après, derrière ça, aller chercher les banques
pour pouvoir compléter le reste, quoi. Jamais mettre 100% de ses ressources dans un business. Jamais, jamais, jamais. Donc, 30%, voilà, bon, à l'époque, ça représentait, je pense qu'on avait 30 000. Ah, mais c'est un bon apport déjà pour commencer. À deux. Donc, c'était 15 chacun. Oui, c'est un bon apport parce Ouais. que 30 000, c'est Oui. pas donné à tout le monde. Ouais. C'est toi, tu dis vite fait, mais c'est pas donné à tout le monde, 30 000. Oui, effectivement, c'est une belle somme. Ouais. Mais bon, on est parti à la banque, on leur a demandé un financement. Et bon, Mais tu penses que les études que tu as fait, ça t'a permis aussi d'avoir une réponse positive au niveau des banques? bien sûr, bien sûr. Donc, ils ont vu que voilà, on est quand même bac+5, on travaille à côté, il y a de l'épargne, euh, on a des biens à côté. Donc, ils regardent vraiment les profils. Donc, il y a le business model et le plan financier qui regardent, mais ils regardent aussi les profils. Si, voilà, on sait gérer son argent et derrière, à côté, on a de l'immobilier, ils voient que la personne, en termes de gestion financière, elle est quand même assez bien assise, quoi. Donc, ça aide énormément. Au niveau des dépenses, comment vous dépensez votre argent au début? Vous avez priorisé quoi? D'abord les salaires ou d'abord faire entrer la marchandise ou d'abord payer d'abord le lieu? Voilà, il y a eu plusieurs aspects, plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'était les travaux, parce que le local, il était pas au standing qu'on voulait. Donc, déjà, mettre le local à notre image, donc la peinture, le sol, refaire les carrelages, la lumière, le design, tout ça, ça nous a coûté de l'argent. Après, il y a tout ce qui est meubles, frigo, voilà, tous les équipements qu'il fallait mettre en place. Donc, ça, c'était obligatoire pour pouvoir commencer à exploiter le local. À la suite de ça, il faut acheter la marchandise. Donc, aussi un gros coût. Et remplir le local avec les marchandises, on sourcer les bons fournisseurs. Tout ça, voilà, ça a un coût. Donc, ça, on ne peut pas échapper. Et derrière ça, pour les employés, on commençait pas encore à dégager des sous. Donc, forcément, c'était nous-mêmes qui étaient à la caisse. Et une fois que la machine est lancée, qu'on commence à faire rentrer les premiers sous, là, tu peux commencer à penser à recruter. Donc, ça a commencé par des stagiaires, hein, très importants, des stagiaires et des alternants. Donc, les stagiaires, c'est gratuit. Donc, on ne paye pas grand-chose. Même si c'est des stages de 3 mois, ça nous aide quand même. On a du personnel, on peut leur permet donner d'équilibrer des un peu certaines Exactement. choses. Ouais. Et derrière ça, des alternants, on est quand même aidé par des subventions de l'État. Donc, au lieu de prendre un employé à plein temps qui coûte 1 500 €, on prend un stagiaire qui nous coûte 500 €. Donc, en termes de comparaison, on est quand même assez gagnant. Et après, une fois que 1 an passé, on commence à dégager pas mal de sous, on recrute notre première personne, quoi. Pendant les travaux, toi en tant que... Aujourd'hui, t'es aguerri maintenant. Pendant les travaux, pour toi, faire les travaux, quand tu fais les travaux, tu préfères faire des travaux à long terme ou d'abord faire des travaux histoire de dire je commence? Parce que souvent on se dit, bon, je vais faire et après on verra. Et souvent on se retrouve dans des trucs où t'es pas aux normes. Et toi, tu t'es directement mis aux normes ou pas? On se met aux normes, ça c'est obligatoire avant de commencer, hein, on se met aux normes. Mais les travaux sur les couleurs, tout ce qui est beau, tout ce qui est lié au design, ça on peut voir après. Donc, faut faire le nécessaire qui nous permet de démarrer l'activité et tout ce qui est amélioration peut venir après, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a pensé. T'as rencontré des difficultés au niveau des travaux? Ou au niveau de la main-d'œuvre? Parce qu'on sait que souvent... Moi, voilà, la chance que j'avais, que j'avais, c'est que j'ai mon frère qui est dans le bâtiment. Donc, je faisais appel à des prestataires. À lui déjà. Voilà. Je faisais appel à des prestataires et lui, je le mettais en supervision. Donc, il supervisait les travaux. Donc, il était à cheval avec les sous-traitants. Donc, j'ai vraiment pas de souci avec les travaux, quoi. Ah, donc toi, tu préconises de prendre une personne de la famille ou une personne que je connais qui est du métier pour superviser les travaux. Voilà. Sinon, moi, il ne faisait aucune tâche manuelle. Lui, c'était vraiment superviser les travaux. Ah, comme ça, il était concentré à la supervision. Voilà, ah, t'as la vision, toi. Faut mettre... Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, ils auraient laissé la tâche à un artisan. Non. Et à la fin, tu te retrouves avec les travaux et les délais, qui sont pas respectés. Voilà.
Et les travaux, ils ont duré combien de temps? Moi, j'ai 2 semaines. La chance que j'ai eue, 2 semaines? 2 semaines. En 2 semaines, tout était finalisé. Ah, mais on va donner l'adresse de ton frère. En 2 semaines, tout était fini. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, ça t'a permis de démarrer tout de suite. Tout de suite. Hmm. J'ai eu le local en 3 semaines. Donc, 2 semaines de travaux Oui. et 1 semaine pour remplir le magasin, quoi. Mm. On dormait pas. La marchandise arrive, le local il est vide, donc faut remplir les rayons, faut mettre les étiquettes, faut la caisse, faut mettre les prix dans la caisse, tout ça, quoi. Et au niveau des fournisseurs, comment tu as fait pour trouver les meilleurs fournisseurs? Tu as d'abord tâtonné, tu as d'abord cherché, goûté les produits ou tu as fait confiance aux fournisseurs? Donc ça, c'était pendant le business model. Donc, il faut faire le sourcing des produits. Et c'était là où on va dire, le bas blesse, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de produits africains, quoi. On a vraiment du mal à remplir. Souvent, on les voit comment ça s'appelle, à l'aéroport. Tu connais ça? Ah, c'est terrible. Donc, non, on a vraiment du mal à sourcer des fournisseurs, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a même créé notre propre marque, parce que certains produits, on n'arrivait pas à les trouver. Et donc, l'idéal, c'était de les faire par nous-mêmes et de créer notre branding avec notre logo et le produit. Mais c'était quoi? C'était plutôt le transport ou il n'y avait vraiment pas de fournisseurs? Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas de fournisseurs. Il n'y a pas de fournisseurs. Il y a peut-être 2 ou 3. Après, le reste... Mais pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes le business, est-ce que tu penses que ce business est viable en France ou pas? Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a très, très peu de fournisseurs. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est que en Europe, on va dire, les agriculteurs, hein, ceux qui produisent les produits, les aliments, ils sont subventionnés non pas par la France, mais par l'Union européenne. Donc, l'Union européenne donne de l'argent aux agriculteurs français pour pouvoir développer l'agriculture en France. Donc, ils ont une manne financière énorme. Tu vas en Amérique du Sud, c'est les narcotrafiquants. Oui. Pour blanchir l'argent, ils subventionnent l'agriculture. Là, on entend parler de narco-État. Voilà. Non, ok. C'est ça. Le Venezuela, le Brésil, ils financent. Mm. Ils ont de l'argent, un cash flow énorme. Ouais. Nous, en Afrique, il y a qui? La corruption. Même pas la corruption, il n'y a personne. C'est une personne lambda qui vient, qui fait son 2-3 hectares, mais derrière ça, qui le soutient? Les machines. Les machines et surtout le transport. Le transport. Et la conservation des produits aussi. Conservation, rien. Donc, ce qui fait que notre agriculture en Afrique n'est pas développée. Donc, le fournisseur a 1 tonne de patates tous les 6 mois, mais derrière, il n'y a rien de costaud, quoi. Ça tient une seule personne isolée quelque part en Afrique, quoi. Donc, toi, tu penses que l'économie doit passer aussi par l'État aussi? C'est pas seulement... C'est obligatoire. Tu vois dans les autres continents. Hein. En Chine, c'est l'État chinois qui subventionne. En Amérique, il y a un réseau qui subventionne. En Europe, c'est l'Union européenne. En Afrique, c'est qui? Et tu penses que... Parce que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'exotiques qui sont tenus par d'autres nations. Oui. Mais comment ils arrivent à se fournir? Ça, c'est très simple. C'est les importateurs. Il faut voir que les boutiques étrangères, sri-lankais, indiens, tout ça, oui. C'est la vitrine où on va acheter l'épicerie du quartier. Mais derrière, c'est un Africain qui leur fournit. Hein. Moi, je suis un gros grossiste aussi. Donc, j'ai mon magasin que je distribue en B2C. Mais j'ai une partie B2B où je distribue à ces boutiques-là indiennes. Donc, ils viennent acheter chez moi parce que j'importe aussi en gros. Voilà. Ah, ok. Donc, il faut savoir que derrière ces boutiques étrangères, il y a toujours en haut un Africain qui leur distribue. Mais pourquoi c'est pas mis en valeur ça? Parce que souvent, on pense que les exotiques, c'est... Non. En haut de... L'échelon, c'est nous. C'est nous. Ah, c'est bon à savoir ça. Non, c'est nous. Il n'y a que 4 gros importateurs de produits africains. T'en fais partie? J'en fais partie. Ah. J'ai des scoops, hein. Bon, attention les gars. Attention les gars. Ah, ben c'est cool alors. Ah oui, non, ça c'est... Au début, je savais pas. Moi aussi, j'étais un peu frustré dans ce sens-là. Mais comment nos propres produits sont vendus par des étrangers? C'est pas normal. L'argent ne va pas directement chez nous. Mais si. En haut de la pyramide,
c'est nous les Africains. Parce que souvent, on dit, souvent quand on entend parler, on dit oui, nous les Africains, on est toujours derrière. Non, Mais ça fait plaisir d'entendre que oui, nous aussi, des fois, on est devant. C'est bien. Devant sur ça. Ah oui, Ils peuvent pas, en tout cas, ils peuvent pas aller en direct chez nos producteurs en Afrique. Ils sont obligés de passer par des importateurs comme moi, comme RAC, comme Decat, comme autres, quoi. Là, on est arrivé, bon, on a un peu allé trop vite. On a parlé déjà de banque, tout ça. Mais toi, quand tu es parti devant la banque, quelle difficulté tu as eu? Donc, la difficulté que tu as face au banquier, c'est que tu arrives, t'as pas de, comment dire, t'as qu'un business model et un plan financier. Donc, t'as pas de la matière. Tu vois, ton business ne génère pas encore de cash flow. Donc, tu peux pas avoir, comment dire, des arguments forts face au banquier. Donc, on subit un peu parce qu'on est dans le besoin d'être subventionné par les banques. Donc, on est obligé d'acquiescer tout ce qu'ils nous disent. Le taux, on n'a même pas négocié, ils nous ont imposé le taux. Des assurances, ils nous l'imposent parce que on a un profil assez risqué. Qu'est-ce qu'ils nous imposent, quoi d'autre encore? Des produits financiers pour faciliter l'acceptation du dossier. Tout ça, on a subi. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de Mais quand ils t'ont imposé tout ça, quand ils vous ont imposé tout ça, est-ce que après, je pense 1 an après ou 2 ans après, est-ce que vous avez pu renégocier les tarifs ou pas? Voilà. Le premier truc, on accepte parce qu'on a besoin d'un financement. Et après, une fois que l'entreprise se porte bien, on a de quoi renégocier et des preuves que notre activité est viable. On repart face au banquier, on monte les chiffres. Et nous, c'était quasiment tous les 3 mois. Tous les 3 mois? Tous les 3 mois, grâce au cash flow qu'on générait, on pouvait avoir droit à un nouveau crédit. Ils ont un système. Dès qu'il y a du cash flow qui rentre dans ta société, ils peuvent t'octroyer des prêts. Nous, c'était incroyable. Tous les 3 mois, monsieur, voilà, on peut vous prêter 15 000. Calmez-vous. En fait, le business, c'est comprendre. Je rentre 1 euro. Je dépense 1 euro au début. J'ai mon business qui tourne. Combien ça me génère en sortie? Ça, c'est obligatoire. Donc, pour toi, si je comprends bien, c'est tu dépenses avant de dépenser 1 euro, il faut faire rentrer 2 ou 3 euros. C'est ça. Tu dépenses 1 euro en sortie, tu sais comment ton business y tourne, et en sortie, tu sais ce que ça t'a généré. Voilà. Et au bout de combien d'années tu as commencé à faire du bénéfice? Parce que je sais que les 5 premières années, c'est un peu difficile. Non, première année. Première année, tu as commencé à faire du bénéfice. Première année, bénéfice. Dans la première année, on était une jeune entreprise, on a fait 150 000 euros. Ah oui. Bénéfice, on était quasiment à 5-6 000 de bénéfices. Mais tu sais, souvent les gens, quand tu leur dis ouais, j'ai fait 150 000 euros, j'ai fait 5 000 euros de bénéfices, ils disent mais c'est peu. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Oui, ça répond. Après, ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a énormément de charges, surtout en France. Oui. Les charges sociales ici, c'est. Parce que, comme je dis, la première année, faire du bénéfice déjà, se retrouver un peu la tête hors de l'eau, c'est très bien déjà. Oui, non, c'est un miracle, on va dire. Parce que entre ce qu'on a dans le business plan et la réalité, tu vois qu'il y a une différence. Nous, on a ouvert le magasin. On avait mis dans notre business model les plans financiers qu'on devait faire entre les minimum 300 euros la journée. On s'est retrouvé à faire 20 euros la journée. 20 euros, tu es là de 8h à 20h. Tu fais 20 euros, tu te remets en question. Mais quand tu fais 20 euros, là, ça se passe comment? Est-ce que tu dors la nuit ou pas? Tu réfléchis, tu te dis, mais attends, est-ce que mon business, il est viable? Qu'est-ce que j'ai vu qu'est-ce que j'ai cru voir que je ne vois pas actuellement? Parce que même moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai compris que nous, on réfléchit au jour. C'est-à-dire que si le jour, il n'y a rien qui rentre, ça te fait réfléchir. Bien sûr. Alors que les salariés, ils sont plutôt au mois. Et quand tu expliques ça à une personne que moi, je réfléchis en semaine ou en jour par jour, ils ne comprennent pas. Quand tu dis aujourd'hui, oui, j'ai des sous, mais je ne peux pas te les donner pour eux. Tu veux pas donner? C'est que non, gars, j'ai pas fini mon mois encore. Bien sûr. J'ai pas fini ma journée, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver à la fin du mois. Boutique physique, tu consommes de l'électricité. Tu as des employés qui travaillent pour toi. Tu as des assurances, tu as toutes tes charges. C'est journalier que ces charges s'accumulent. C'est premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à la fin du mois. Tous les jours qui se passent, c'est des charges que tu cumules. Donc forcément, tu es obligé de voir ta rentabilité journalière
pour essayer de voir aujourd'hui, est-ce que j'étais rentable? Est-ce que j'ai dégagé assez de cash flow par rapport à mes charges du jour? Voilà, tu compares. C'est pour ça qu'il y a certains jours, tu as 3 employés parce que bah, tu génères plus de sous. Tu as certains jours où tu as un seul employé parce qu'il y a moins d'influence. Tu ajustes en fonction de tout ça, quoi. Et en plus, comme tu as dit, ouais, les banques, ils voient tout ça. C'est pour ça que quand ils ont vu que quand vous avez commencé, ils ont dit que bon, le business marche bien, Ouais. donc on peut leur donner On on peut peut leur renouveler les faire crédits. confiance. Ouais, c'est ça. Ok, donc, ouais. Et pour toi, le marché, comment ça s'appelle là? Je parle, on va dire, c'est pas un marché exotique, mais le marché alimentaire, pour toi, c'est un marché à apprendre ou c'est un business où tu peux te lancer comme ça? Ou il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer? Non, on peut pas se lancer comme ça parce que il faut, comment dire, prendre en compte beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect déjà familial, hein. Donc, ouvrir sa propre boutique te prend énormément de temps. À la limite, t'es H24 dedans, hein, parce que tes charges, comme je t'ai dit, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, que tu ouvres ou que tu ouvres pas, bah, tu payes tes charges. Le local, tu l'as en location, donc que tu fermes ou que tu loues, bah, tu le paieras toujours. Donc, il y a ces aspects-là d'horaire où tu es quasiment H24 dans ton local. Tu as l'aspect étude vraiment comment dire, de l'écosystème, à savoir bah, les clients, acheter au bon prix. Donc, tu arrives dans un écosystème où tu es nouveau. Donc, forcément, quand tu vas te fournir, certains clients ne vont pas te faire confiance. Donc, tu vas acheter content tout de suite. Donc, tu as tous ces aspects-là à prendre en compte, quoi. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut vraiment étudier la chose avant de se lancer la tête baissée. Là tu as dit un truc que j'aime bien, payer comptant. Parce que je sais qu'en entreprise, souvent, tu as des délais de remboursement de paiement. Et quand tu payes en comptant, ça fait mal, ça fait mal. C'est-à-dire que tu dois décaisser tout de suite. Tout de suite, et tu n'as pas encore vendu. Tu n'as pas encore vendu encore le Ouais, produit. c'est ça. Donc, et comment vous avez fait, vous? C'est la confiance, hein. Dans un premier temps, bah, ils ne connaissent pas, tu es nouveau, tu arrives, donc tu payes comptant. Ils voient que tu es régulier, que tu n'as pas de soucis, que tu travailles régulièrement avec eux. Ils te laissent je pense qu'au bout de 6 mois, 7 mois. Mais non, ils te donnent la marchandise, tu as plus 30 jours pour pouvoir vendre et à la fin, rembourser. Et tu penses que les plus 30 jours, là, c'est bien ou c'est pas une bonne chose? Parce que souvent, ça peut te mettre dans des problèmes. C'est bien si tu ne jettes pas. En fait, c'est dans tout ce qui est produit frais, c'est les pertes. Si tu vends tout, même si tu marges à 20%, bah, tu as tes 20% que tu peux mettre dans la poche et les autres, bah, tu rembourses ce que tu as pris. Mais si tu prends ta marchandise et derrière ça, tu jettes 50%, bah, là, ça te met dans des problèmes puisque tu ne pourras pas rembourser la totalité de ce que tu as pris. Donc, il y a cette balance-là à faire attention, quoi. Je peux prendre 30 jours, ça peut être un piège parce que si tu payes à plus 30 jours, ce qui fait que tu prends en gros volume, tu as plus de pertes et tu as du mal à rembourser tes fournisseurs, quoi. Ok. Et toi, quand quelle était ta force? La négociation ou tu étais plus dans les calculs ou tu étais plus dans la structure de l'entreprise, comme vous étiez à deux? Moi, négociation, oui. Bon, bah, en fait, un peu de chacun, on va dire chacun a ses forces, hein. Négociation, oui. Je dirais que négociation, je suis assez bon là-dessus. Moins en relationnel. Donc, mon associé, il est plus en relationnel. Il arrive à... Ça vient de là où t'as grandi, quoi. Hein? On dirait c'est resté dans l'ADN. Hein? Ah, La relationnelle, c'est pas tout ça. Hein, on boxe avant de parler. On s'est compris. On s'est compris. On a parlé en parabole. Voilà. Donc, voilà. Ça s'apprend, hein, mais bon, le relationnel, c'est pas trop mon fort. Donc, lui, il est plus dans le relationnel, donc ce qui facilite un peu le contact avec les différents fournisseurs. Et moi, quand ça va un peu mal, voilà, en termes de négociation, restructurer la chose, je suis bon dedans. Et bien entendu, tout ce qui est financier, moi, les maths, ça me va très bien. Donc, d'où le monsieur ingénieur. Ah, c'est ça. Côté financier, ouais, j'aime ça. J'aime les chiffres. Donc, Et au niveau de la fiscalité, aujourd'hui, tu te sens apte à gérer une entreprise vraiment de A à Z, ou comme tu connais un peu comment ça marche, tu sais qu'il y a certaines tâches, tu dois les déléguer. Tu penses qu'il faut partir plutôt dans ce côté ou tu peux gérer tout toi-même?
Non, c'est pas possible de tout gérer soi-même, hein. Donc, Mm. tout ce qui est tâches, voilà, sociales, tout ce qui est, comment dire, comptabilité. On a des sociétés externes qui gèrent la comptabilité, Mm. mais il faut connaître pour eux aussi les challenger. C'est ça aussi. Tu peux pas leur laisser faire. Il y a toujours des erreurs. Donc, on a eu pas mal de problèmes avec des comptables. Mm. Tout ce qui est déclaration, ça s'est mal passé. Donc, on est obligé de rechecker derrière. Ben, Mm. faut. Ah donc, faut Même toujours avoir l'œil. Ça veut dire que bien sûr, malgré que tu délègues, tu payes un mais prestataire, faut faut toujours contrôler. vérifier pour éviter d'avoir des Attention. problèmes comme quoi les fiscs ils Il a- tombent dessus en disant comme et quoi j'ai eu là, vous des- n'avez pas. Exactement, j'ai eu des problèmes avec la DGFIP. Ouais. Pourquoi? Parce que le comptable avait mal déclaré Parce que je sais que dans l'alimentaire, il est TVA à 5,5 et les TVA à Voilà. 20%. Oui, Tout ce qui est alcool, c'est c'est pas la, 20%. voilà, c'est C'est ça. 20%. Ouais. Et quand tu connais pas, comment ça s'appelle, le comptable, et puis tout, sans faire exprès, te faire passer en 5. Non, ça c'est bon. On a des caisses maintenant qui sont Ah, numérisées, automatique. ouais, oui. Donc Automatisé. dans la Ok. caisse, Ouais. on appelle le ticket Z. Ouais. Donc chaque mois, il te sort un ticket Mm. et directement, tu as la TVA à 5,5, la TVA à 10, la TVA à 20%. Donc dans le ticket Z, tout est déjà mentionné. Ouais, parce que je sais qu'il y a Donc là, lui, il peut pas. Donc le problème qu'on a eu, c'est en Ouais. termes de déclaration des bénéfices en fin d'année. Selon les bénéfices que tu fais, tu as des tranches. Tu as des tranches à Ah oui, 15%, les tranches, ouais. 30%. Et lui, il nous avait mis, voilà, on avait fait un bénéfice, je sais plus, de 25 000. Il avait mis ça sur la tranche haute. Alors qu'on était dans la tranche basse. Donc on s'est retrouvé à payer plus cher que. Mais quand tu payes cher là, l'État, il met toujours le temps à repayer. Hein. Est-ce qu'il rembourse même l'État même? Faut des mails, des relances, beaucoup. Soit voilà, tu mets la pression, ils te Ouais. remboursent au bout de 4 mois, ou soit ils déduisent tes futurs paiements que tu fais, Toi, quoi. tu préfères quoi? Déduire ou rembourser? Non, il faut le cash flow. Nous, le cash flow, on a besoin Ah, besoin pour on travaille avec. travailler avec, oui. Non, non, on peut pas leur donner de l'argent et ils dorment avec notre argent. Non, non, non. Le cash flow, l'argent doit venir être dans notre compte pour pouvoir. L'alimentaire, tes marges sont très faibles, hein. Donc, il faut que tu fasses Ouais, parce qu'il y beaucoup a de beaucoup de volume. gaspillage, ouais. Ouais, il faut que tu fasses beaucoup de volume pour pouvoir te dégager Un bénéfice. un bénéfice, hein. Sinon, c'est compliqué. Donc, il y a Mm. tout ça. L'écosystème est assez fragile, quoi. Il n'y a pas assez de marge. Donc, Mais aujourd'hui, comme je te vois là, je pense que t'es aguerri maintenant. ou Là, non, tu non, peux- je maîtrise. La pression, tu connais plus Non, le mot pression. c'est fini. Ah, c'est bon. Ouais, je te dis, tous Ouais. les procès que j'ai. Tous les procès que j'ai. Non, on relativise, on prend du recul sur ce qui se passe, hein. Un chef d'entreprise, il est là pour régler les problèmes. Donc, tous les jours, tu gères les problèmes. Tous les jours. Donc, si t'es pas strong, si t'es pas résilient, Mentalement solide. ah non, tu tiens pas. Ah, ok. Donc, maintenant, j'ai appris à prendre du recul. Bon, une situation arrive, tu gères ça tranquillement. Mais est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée, ou deux, hein, de créer une franchise? Ouais, ouais, ouais. On a eu cette idée de création de franchise, mais donc je suis accompagné par un avocat, hein. Mais il m'a monté la procédure. J'ai dit, oh, pas tout de suite. C'était quoi les galères? C'est trop long. C'est trop long. Il faut remplir des dossiers. Il y avait tellement de choses qu'on a dit, bon, on va pas se rentrer là-dedans tout de suite. On va un peu prendre du temps et c'est un truc sur lequel on pense, mais tout de suite, non, on va faire ça plus tard. Ça tombe bien parce qu'on sait qu'en France, souvent, on croule sous l'administration. Administratif ou bon, je sais pas comment. Oui, l'administration. L'administration. Et tu penses que c'est un frein Énorme. pour entreprendre? Énormément. Parce qu'on est, voilà, comment dire, jugé par des personnes qui n'ont pas entrepris. Donc, ils savent pas vraiment de quoi ils doivent, de quoi ils parlent. Et des fois, voilà, tu leur poses des questions, ils savent pas. Juste un exemple que j'ai eu, hein, je suis parti aux impôts pour régler une facture. Donc, je comprenais pas pourquoi chaque mois on me facturait cette amende, hein, des frais. En fait, ils appelaient ça des frais de mise en demeure ou je ne sais quoi. Et il s'avère que dans leur administration, il y a un code qui t'envoie pour le prélèvement automatique. Donc ça, c'est entre ma comptabilité et les impôts des entreprises. Il s'avère qu'ils n'arrivaient pas à se coordonner. Donc j'avais jamais... Et le code est valable que, je crois, un mois.
Ils n'arrivaient pas, l'autre il a envoyé la lettre, mais le délai était déjà dépassé. Donc, ce qui fait que je me retrouvais avec des frais. Donc, je suis allé directement physiquement aux impôts, leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de lettres? Je retrouvais 4 lettres par jour. J'ai plus de 100 lettres rien que pour cette maison de demeure. Et la personne me répond, oui, mais monsieur, si vous êtes incapable de gérer votre entreprise, vous n'avez qu'à fermer. Voilà la réponse que j'ai. Pour te dire que... Heureusement qu'ils ont changé la loi. Il y en a beaucoup qui se sont fait taper à l'époque. Hein. Voilà. Ouais. Voilà les réponses qu'on a. Donc, on est jugé par des gens qui connaissent ça. Ils savent pas c'est quoi entreprise. Ouais, j'ai remarqué en France, l'administration, c'est vraiment des gens qui savent pas. Comme ils ont leur salaire tous les mois et ils comprennent pas que nous, on a un business à gérer. Donc, il y a des trucs qu'on peut pas réfléchir tous les jours. Créer de l'emploi. Ouais. J'ai employé jusqu'à 6 personnes. Ouais. Je paye de la TVA. Je paye l'URSSAF. Oh, respecte-moi la personne qui est en face de toi. De toi, ouais. Non, mais d'être pas content, fermez. Vous savez pas gérer une entreprise, vous fermez. Okay. Voilà la réponse que j'ai aux impôts. Qu'est-ce que tu veux faire? Se payer vraiment pour entreprendre, c'est dur. C'est dur. Je pense je trouve que même la circulation du cash, aujourd'hui, ça devient compliqué. C'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à dépenser, ils ont du mal à sortir. Et je trouve que à notre époque, quand on était plus jeune, je pense que on avait plus de facilité de business. Aujourd'hui, je vois que les business, ils sont devenus bizarres. Hein. Bah, tout est plus cher. Là, tu vas dans un Carrefour, le même panier qui te coûtait 10 euros te coûte 25 euros. Donc, ce qui fait que tu perds du pouvoir d'achat. Donc, tu perds entre 10 et 25, tu perds 15 euros. Avec ces 15 euros, tu pouvais faire autre chose. Mais là, tu peux plus rien faire parce que rien que le même panier te revient 15 euros plus cher. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait un peu plus de cash qui circulait. Et c'est comme ça. Hein. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as déjà réfléchi à t'exporter dans un autre pays ou pas? M'exporter dans un autre pays, non. Non. Pourquoi? Parce que c'est encore une autre galère. Faut comment dire, recruter. Il y a d'autres cultures. Faut des fonds. Non. Et vu que maintenant tu fournis, est-ce que tu te dis pas, ouais, je peux fournir à l'international? C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Pas juste créer la boutique, mais plutôt fournir à l'international. Moi, je suis dans l'importation. Donc, j'importe d'Afrique. Hein. Donc, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire. Je ramène ici. Donc, ce qui me fait déjà, j'ai pas mal de logistique de l'Afrique en France. Et importer encore de France vers d'autres pays, ça va être compliqué. J'ai des partenaires avec qui, eux, ils achètent chez moi. Et ils fournissent l'Espagne, l'Italie. Mais sinon, non. Moi-même seul, non. C'est trop de logistique. Déjà là, c'est déjà pas mal. Et exporter encore ailleurs, ça me demanderait encore trop de ressources. Pour le moment, non. C'est pas ce que j'ai pensé. Et là, tu as des projets en cours ou tu es toujours basé sur ta boutique et Projet, c'est vraiment m'émanciper dans tout ce qui est côté B2B, hein. Business to business. Donc, laisser la partie boutique. Donc, normalement, si tout va bien, fin du mois, on va céder la boutique et puis se concentrer sur la partie vente en gros. Et on est en train de développer le côté maritime, chose qu'on n'a pas fait. Donc, importation des produits côté maritime cette fois-ci. Donc, d'ici fin d'année, tout ça sera finalisé. Ah bah c'est une bonne chose. Non, parce que certaines peuvent prendre ça comme un échec, dire oui, il laisse ta boutique, mais toi, tu vois où tu gagnes le plus, où tu es plus gagnant. C'est ça. C'est-à-dire que oui, la boutique, c'est bien, ça t'a permis d'avoir, c'est comment ça s'appelle, l'idée du business, mais c'est que dans le business, pour que ça marche bien, tu dois vraiment être le gars qui dispatche les produits, quoi. En fait, on peut pas être partout. Ouais. On peut pas être partout, donc c'est encore un autre métier d'avoir des boutiques physiques, les employés, vendre en B2C. C'est un business à part. B2B, c'est encore un autre business. Donc, importation en gros, distribution, c'est encore autre chose. Donc, on a fait la comparaison entre les deux. En tout cas, en termes de gestion et en termes de facilité, entre guillemets, je dirais, c'est plus simple que des B2B, quoi. Ok. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu conseilles à la nouvelle génération d'entreprendre ou Oui, ouais. Beaucoup. Beaucoup. En fait, ça te permet de se découvrir. Moi, je me suis découvert en créant la société. J'ai repris à m'apprendre.
C'est bizarre ce que je dis, mais Mm. tu t'apprends en tant comme Mm. comment tu gères le stress, comment tu gères les problèmes, comment tu te comportes avec ton associé, tout ça, comment prendre du recul sur des paramètres qui t'arrivent au quotidien. C'est tous les jours. Tu as une pression tous les jours qui t'arrive. Donc, tous ces aspects-là, en tant que valeur humaine, ça m'a beaucoup appris. Mm. Et ça, juste pour ça, je le referai sans problème, quoi. Et après, une fois qu'on entreprend la première fois, après, ça devient une drogue, hein. Voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, hein. Tout le monde le dira, tous les entrepreneurs vont le dire. Une fois qu'on a commencé à goûter à l'entrepreneuriat, on aime prendre les risques et derrière, on fait que se lancer, même si on échoue. Il n'y a pas d'échec dans la vie, c'est que des expériences qu'on vit. Donc, c'est des nouvelles expériences qu'on va chercher, quoi. C'est l'adrénaline. Voilà. La soif de se lancer dans. En tout Et cas, la récompense, bien entendu, c'est les en tout cas, je vois que tu t'en sors bien. T'as pas encore la barre blanche. Tu vois. Moi, ça commence à pousser. Donc, c'est-à-dire que faut que je change ma technique, là. C'est Je comment te dirais ma technique en off. Non, parce que là, mine de rien, tu vois, aujourd'hui, tu as un exemple pour la jeunesse aujourd'hui. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux montrer que, oui, c'est comme ça qu'il faut entreprendre pour pouvoir, comment ça s'appelle, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir s'émanciper dans la vie. Donc, en tant qu'exemple aujourd'hui, est-ce que tu te sens légitime ou tu as le syndrome de l'imposteur? Moi, comment dire, je me base sur des faits, du concret. Tu vois, il y a des gens qui parlent sans avoir des chiffres. Moi, j'ai des chiffres, j'ai une boutique physique. Comme on dit, les chiffres ne mentent jamais. Voilà, Quand exactement. tu montes au compte en banque, tu auras Voilà. beau dire j'ai 100 000 euros, s'il n'y a pas 100 000 euros, Il y a, on va voir. Donc, les gars, les chiffres. il y a les chiffres, il y a la boutique physique, hein, 46 rue des Poissonniers, dans le 18e à Paris. Vous allez, le livreur du bled, la boutique existe. Talents Corporation, qui est la raison sociale, vous tapez, il y a les bilans, ça existe, les chiffres existent. Donc, le syndrome de l'imposteur, pardon, ça me concerne pas, non. Donc là, tu parles d'holding, là. Donc ça veut dire que... Non, ça, c'est en fait, tu as la raison sociale, après, tu as ta marque. Ah, donc tu as créé une marque. Ouais, le livreur du bled, c'est la marque. Okay. Et la société, c'est Talents Corporation. C'est pas la holding, c'est juste la marque commerciale. La marque commerciale. Ouais. Ok, oui, c'est bien à comprendre aussi. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... On va rester sérieux. Bon, sur ce, très bonne interview. Merci à toi, merci de ton... Donc, ouais, c'est la première. Et je trouve première, ouais. Tu étais très à l'aise. Tu as su répondre aux questions bien comme il faut. Merci. Merci de l'invitation. J'ai apprécié. Si la prochaine fois tu as notre projet, tu connais la maison, c'est la famille. Si vous voulez qu'on développe un sujet bien précis, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais te mettre dans les lives, moi. Ok. Tu vas motiver un peu les jeunes, là. Avec grand plaisir. C'est bon? Parfait. Ok, ça marche. Un dernier mot pour la fin? Pour la nouvelle génération, n'hésitez pas à entreprendre. Faut persévérer dans ce qu'on fait. Et c'est qu'avec la détermination et la résilience qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Voilà. Bon, comme il a dit, il a tout dit. Donc, on se donne rendez-vous à une prochaine. Et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Merci à tous.